Bonjour, je suis Camille Weber, présidente de la maison de joaillerie Weber. J'ai la chance de recevoir tous les mois dans mon podcast Les Voix de l'Audace des personnalités qui osent, qui prennent des risques et qui tracent leur propre chemin. L'audace, c'est pas seulement réussir, c'est aussi douter, affronter des épreuves, se relever d'échecs et puis se réinventer. Alors, je vous propose à tous de découvrir les coulisses de l'audace. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir encore dans ce nouvel épisode des Voix de l'Audace avec Victoire Finaz. Bonjour Victoire. Bonsoir Camille. Donc Victoire, aujourd'hui, on va parler chocolat, on va parler artisanat, on va parler dégustation, se faire plaisir, on va parler entrepreneuriat, parce que tu as un parcours qui est absolument passionnant. Et très enrichissant pour toutes les personnes qui vont également nous écouter. Alors, Victoire, est-ce que tu peux juste te présenter hyper rapidement, puisque tu es chocologue, et nous expliquer justement qu'est-ce que le métier de chocologue? Alors, je suis chocologue. J'ai créé mon métier il y a 20 ans parce que je suis partie du constat que le chocolat se dégustait comme un grand vin. Et comme j'étais une grande passionnée de chocolat, je me suis dit, mais c'est fou, il y a plein de chocolat. Enfin, il y a plein de personnes qui aiment le chocolat, qui adoreraient savoir comment déguster. Et donc, du coup, j'ai commencé à animer des ateliers chocologiques, des ateliers de chocologie, un peu comme les ateliers œnologiques qui cartonnaient à l'époque. Après, l'alcool a été un petit peu plus supprimé dans les sociétés, dans les entreprises. Mais en tous les cas, voilà, c'est vrai que l'œnologie m'a énormément inspirée. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer la chocologie en parallèle au départ d'un vrai boulot, parce que c'était ma passion. Et c'est vrai que c'est amusant parce que, bon, forcément, j'ai fait beaucoup de recherches sur toi. Je me suis dit, tiens, chocologue, mais qu'est-ce que c'est? Psychologue, onologue, bon. Et j'ai googlisé et en fait, tu as quand même vraiment créé le mot parce que j'ai trouvé la définition de la chocologie. Donc, tu as déposé en plus le nom. Oui, j'ai déposé en 2010 le mot chocologue et le mot chocologie. Au départ, chocologue. En fait, le mot chocologue s'est créé parce que donc j'étais en train d'animer un atelier de dégustation. Et en fait, quelqu'un me dit, mais alors, du coup, c'est quoi exactement votre métier? Et je lui dis, en fait, j'étais psychologue. J'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat. Je me suis spécialisée et je me suis passionnée aussi pour le chocolat parce que c'est une vraie démarche active, hein, une passion. Et voilà, et donc j'ai voulu être experte. Et donc, du coup, je suis devenue de psychologue à chocologue. C'est génial. Alors, Et avec l'idée de l'œnologie, œnologue. Tu vois, c'était un peu ces trois mots qui avaient résonné. et justement, on va parler tout à l'heure un peu de la dégustation du chocolat parce que tout comme le vin, eh bien, il y a une technique de dégustation du chocolat et on va en parler tout à l'heure. Alors justement, pour comprendre un petit peu ton parcours, on va remonter à ton enfance. J'aime bien en fait pour essayer un peu de creuser la personnalité. Et donc en fait, tu viens d'une famille en fait de chocolatiers, tout simplement. Alors oui, l'ADN est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, ma famille est lyonnaise et mon arrière-grand-père était chocolatier. La chocolaterie a été vendue avant que je naisse, mais mon père a été élevé dans la chocolaterie. Donc en fait, on a été éduqués déjà avec du chocolat tout le temps à la maison, du bon chocolat d'artisan. Et je partais le samedi en moto avec mon père aller chez Jean-Paul Evin, Michel Chaudin, acheter nos tablettes. Et puis voilà, c'était toutes ces histoires en fait de Charlie et la chocolaterie, clairement, Ouais, c'est ça. qui me racontaient et qui me faisaient rêver. Moi, c'est clair que mon palais, je sais pas, je suis née avec une appétence naturelle pour le chocolat. C'est-à-dire que j'avais du mal à manger autre chose en sucré. C'était vraiment que du chocolat. Et donc voilà, on m'a appelée Miss Cacao. Enfin, tu vois, il y a ce culte un peu qui s'est créé. Victoire adore le chocolat, Miss Cacao. Et en fait, je m'amusais tellement avec le chocolat. Et pour te dire même, mon premier argent de poche que j'ai reçu, je sais pas, en 6e, quand j'avais 11-12 ans, et je suis allée le dépenser dans les tablettes de supermarché parce que je voulais tout le temps avoir mon stock de chocolat dans ma chambre. Donc, C'est tu vois, c'est génial. même des souvenirs, là, des Mais, réminiscences. c'est vraiment le Charlie et la chocolaterie, quoi. C'est vraiment ça. Oui, et puis je crois aussi que j'ai été éduquée dans un environnement très sensoriel. Ouais. J'ai plein de souvenirs, d'odeurs, de parfums, du parfum de ma mère, de mon père. Maman, elle est aussi expert en porcelaine, donc du coup, j'ai toujours été sensibilisée à regarder des belles choses, toujours baignée dans un contexte historique. Je me souviens, moi, j'adorais passer du temps à faire des perles, à faire à peindre. J'étais très manuelle et j'avais besoin de toucher.
Et en fait, je collectionnais d'ailleurs les miniatures de parfums. Et je me suis toujours dit que j'allais un jour travailler dans quelque chose de sensoriel, dans le parfum. C'est ce qui me branchait, ouais. Et cette passion, parce que tu as 2 sœurs, c'est ça? Est-ce qu'elles aussi, en fait, elles ont une passion autour des sens, du chocolat ou autre? Oui, je pense qu'on a été sensibilisées toutes les 3 et aujourd'hui, elles travaillent toutes les 2 dans le parfum. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui leur parle. Et oui, non, ça a été une éducation très portée sur même le vocabulaire aussi. Le fait de décrire ce qu'on voit, le fait de partager ce qu'on ressent. En fait, je me rends compte que mettre des mots sur des sensations, c'est un exercice qui n'est pas facile. Ouais. Quand je reçois les personnes en atelier de dégustation, souvent ils paniquent en disant « Non, mais moi je suis nulle, je ne vais pas savoir parler, dire, ressentir. » Je dis « Non, détrompez-vous, vous allez pouvoir ressentir. Et d'ailleurs, vous allez ressentir plein de choses parce que je fais un protocole pédagogique, donc je fais exprès de faire des choses très différentes pour que les personnes perçoivent des différences. Mais la difficulté, ça va être de mettre des mots. Ah, bien sûr. Sur ce qu'on ressent. Le bon vocabulaire. Et ça, justement, on va en parler aussi tout à l'heure. Mais donc, toi, Victoire, en fait, t'es entrepreneur depuis, on va dire, le début. Ouais. T'as jamais bossé, entre guillemets, en entreprise en tant que salarié. T'as débuté, quoi. En tout cas, t'as fait tes études en psycho et puis également en marketing sensoriel. Donc, tu es psychologue. T'es psy, hein? Avec le projet, quand j'ai fait psycho, j'avais vraiment envie de travailler dans le marketing sensoriel. Ouais, ça, c'était mon projet professionnel quand j'ai fait mes études. Et donc, du coup, je pensais terminer dans le parfum. Finalement, bon, ça a été le chocolat parce que j'ai fait cette thèse qui m'a beaucoup amusée et que ça a déclenché chez moi vraiment l'envie de devenir experte. Et comme j'avais une mère experte, j'avais aussi ce modèle. Donc, j'ai pu m'imprégner de sa démarche. Et donc, du coup, j'ai compris que pour devenir experte, déjà, c'était un travail de tous les jours. Il fallait lire, voyager, rencontrer les acteurs. Donc, en tout cas, moi, les acteurs de la filière. Je suis partie tout de suite dans les plantations de cacao. Donc, tout de suite, j'ai été dans l'immersion pour avoir le maximum d'informations et comprendre, pour être capable de parler de ce sujet. Ouais. Et alors, parce que toi, tu étais au début hyper attirée par le marketing sensoriel, mais pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans la psychologie ? Quel est le lien entre les deux ? Parce que dans le marketing sensoriel, en fait... c'est comme ça que je le percevais. L'impact, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire que le marketing sensoriel, il est travaillé pour créer une vibration chez quelqu'un et lui faire vivre une expérience, lui faire découvrir un produit avec tout l'aspect onirique que ça pourrait avoir et déclencher des émotions. Et moi, c'est ce qui me passionne. Et donc, en fait, je me suis dit, soit je fais une école de commerce, j'étudie de business. Ça m'amuse moins, même si c'est important dans la vie. Tu fais du business. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien. Non, mais tu vois, bon, finalement, après, j'ai fait quand même un master de marketing à HEC pour avoir la casquette plus commerciale. Et de toutes les façons, quand tu montes ta boîte, à la base, tu sais rien faire. Donc, j'ai appris la compta, lire un bilan, gérer des budgets. Donc, ça, tu l'apprends forcément. Et voilà, oui, c'est un apprentissage de tous les jours, ça, c'est sûr. Et alors, tu as eu plusieurs déclics un petit peu, on va dire, dans ta trajectoire et dans ta carrière professionnelle parce que quand tu fais tes études, tu sais pas du tout encore que tu vas devenir chocologue ou entre guillemets que tu vas travailler en tout cas dans la chocolaterie ou dans ce domaine-là. Mais on te parle du salon du chocolat et de la possibilité de pouvoir faire un stage. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Je sais pas comment tu as eu cette anecdote-là, mais tout à fait. En fait, donc pendant mes études, moi, j'avais des très grandes vacances parce que j'étais en vacances de fin juin à début octobre. Oui, c'est la fac, quoi. Et donc, du coup, à chaque fois, j'enchaînais des petits boulots. Grâce à mon petit boulot, je partais voyager. Moi, j'ai beaucoup voyagé sac à dos. De mes 18 ans à mes 28 ans, je partais tous les étés visiter un pays. Et en fait, donc je reviens et une amie me dit « Mais pourquoi tu fais pas le salon du chocolat ? T'adores le chocolat ?» Je dis « Mais oui, t'as raison. » Et je regardais les dates. Je dis « Ah, c'est fin octobre. » Et à chaque fois, je loupais la date. Bon, parce que j'étais dans ma rentrée, l'organisation, etc. Et puis là, en 3e année, je me dis « Allez, je fais le salon. C'est vrai que je peux pas ne pas y aller. » Entre guillemets. Donc voilà, donc j'ai cette idée en tête. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit « Ça va me frustrer d'y aller juste une journée. » Donc, du coup, je me suis dit, il va falloir que je travaille sur le salon, comme ça, je vais pouvoir vraiment être immergée. C'est marrant parce que tu vois, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que je te dis le mot immersion. Et c'est vrai que c'est
c'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à mon univers. Donc du coup, je postule. Enfin, déjà, j'imprime tous les chocolatiers qui ont un stand au salon. Je les appelle un par un. Et il y a quelqu'un qui me reçoit, qui me dit « Ok, je te prends en tant que vendeuse pendant 5 jours, mais il me faut une convention de stage. » Et là, je regarde, attends, en fait, je t'explique, je comptais sécher mes cours. Donc, parce que t'es en fac de psycho, donc c'est compliqué de montrer le lien aussi entre le salon du chocolat et la psycho. Exactement, mais en fait... Oui, j'avais pas imaginé que c'était possible, mais je suis quand même allée voir ma direction, du coup. Et je leur ai expliqué mon projet. Et là, j'ai inventé un énorme mytho. Je leur ai dit, écoutez, je réfléchis déjà à ma thèse de dernière année. Je pense que je vais le faire sur le chocolat. Donc, du coup, là, il y a le salon du chocolat qui arrive dans une semaine. Si je peux avoir une convention de stage, etc. Et en fait, il m'a dit, bon, OK. Il m'a dit, OK, mais vous sachez pas vos cours. Non, mais l'entrepreneur doit être un peu audacieux et de temps en temps, il faut faire des petits mensonges. Mais d'ailleurs, c'est pas vraiment un mensonge, parce qu'après, tu as fait ta thèse. Ça s'est révélé une vérité. Mais à l'époque, c'était un petit mensonge. Et donc là, tu fais ton stage et là... Là, je fais mon stage, je vends le chocolat. Donc du coup, le chocolatier m'apprend un petit peu comment parler du chocolat, les origines, les crus, les terroirs. Donc encore une découverte pour moi. Parce que j'avais pas encore fait ma thèse. Donc je mangeais, oui, certes, du bon chocolat quand j'étais avec mes parents, mais sinon, majoritairement, des M&M's, c'est du Côte d'Or. Enfin voilà, je veux pas citer de marque, mais c'était quand même assez bas de gamme. Et donc du coup, voilà, en fait, l'idée, c'était ce salon. En tout cas, ce salon m'a émerveillée. Ça, c'est clair. J'ai rencontré plein de personnes passionnées. À un moment donné, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvée dans un défilé de Miss Cacao où j'avais un boubou. Bon, voilà. C'est des vieux souvenirs, ça, c'est quand j'avais 20 ans. C'est toi qui défilais? Oui. Ah, on veut les photos, là. Je crois que ça traîne quelque part. Je crois que j'en ai même pas, si ça n'existait pas. J'adore. Mais... Donc voilà, et en fait, je suis sortie de ce salon vraiment habitée. Ouais. Enfin, vraiment, tu vois, il y a un truc qui s'est réveillé. Il y a eu un avant-après. Ouais, parce que du coup, clairement, l'année d'après, je me suis dit, OK, je vais faire ma thèse sur le chocolat, en fait. Et donc là, tu fais ta thèse sur le chocolat et là, tu rencontres une personne exceptionnelle. C'était pas si évident hein, parce que quand j'ai présenté mon sujet, sachant que toutes mes amies faisaient ça sur la schizophrénie, l'allaitement, des trucs un peu plus compliqués. Moi, quand je suis arrivée en disant je veux étudier les dégustateurs de chocolat, on m'a dit bah non, c'est pas possible, c'est trop marketing. T'es une psychologue, il faut que tu fasses une thèse qui valide des hypothèses et qui soit un peu sérieuse. Et donc au final, j'ai retravaillé tout ça et j'ai dit je vais faire une thèse sur l'expertise parce que l'expertise, ça fait partie de la psychologie cognitive et ça traite de la mémoire, de la connaissance, du vocabulaire et donc voilà, la cognition fait partie clairement de la science et donc j'ai pu étudier l'expertise appliquée au chocolat. Donc j'ai fait toute une revue scientifique sur l'expertise de façon très générale. En traitant de l'expertise en vin, en porcelaine et en plein de choses. Et après, j'ai dit, bon, il se passe quoi dans le chocolat ? Et donc, du coup, j'ai fait un protocole d'études où j'ai montré, j'ai fait déguster 8 tablettes de chocolat, 4 qui venaient de supermarché et 4 qui venaient de grands chocolatiers. Et il y avait des lettres. Et à chaque fois, j'allais voir les personnes et je leur disais, tu commences par la lettre que tu veux, mais tu dois me décrire chaque chocolat. Et c'est comme ça que j'ai pu étudier le vocabulaire descriptif quand les gens dégustent. Super intéressant. Et dans le cadre de ta thèse, là, tu rencontres une personne qui va être déterminante pour toi dans ta carrière. Tu peux nous en parler un peu ? Alors, il y en a 2, parce que j'aimerais quand même penser à Pierre Hermé, que j'ai interrogé pendant la thèse et qui m'a ensuite... Salut Pierre, qui connaît, qui est déjà venu sur Mon Vert. Bonjour Pierre. Coucou Pierre. Et donc Pierre, après ma thèse, m'a quand même offert un stage de chocolaterie à l'école Ferrandi. Ouais, c'est génial. Et pour moi, ça a été aussi ce qui a déclenché le fait que j'ai créé ma marque après. Parce que Pierre, tu l'as rencontré pendant ta thèse, en fait. Je l'ai découvert, je l'ai rencontré, j'étais étudiante. Il est venu, il a participé à ma thèse, donc il y a 20 ans. Il était vraiment en train de s'installer en plus en France à cette époque-ci et à faire du chocolat. Donc, je pense qu'il adorait parler du chocolat. Et voilà, donc ça a été vraiment une grande amitié, ce qui m'a connue étudiante. Il m'a vu vraiment créer mon métier, il m'a aidée. Et voilà. Un mentor. Et il a préfacé mes livres. Bien sûr. Oui, un super mentor, c'est 3 livres. Et donc, du coup, l'autre personne dont tu parles, c'est Chloé Doutre-Roussel. Voilà. Donc, elle, c'est une experte qui était acheteuse chez Fortune & Mason à Londres, qui a un amour incroyable pour le chocolat aussi, une grande passion, et qui a identifié à l'aveugle toutes les marques de mes petits chocolats que je présentais. Et donc là, j'étais très étonnée et très admirative. Et j'ai dit, Chloé, comment tu as fait ? Elle m'a dit, voilà, les chocolats, je les connais. Une fois que je les ai dégustés, je les ai mémorisés. Donc, je suis capable de les reconnaître.
Et parce que aussi chaque chocolat est différent. Alors que moi, ça me paraissait vraiment très similaire. Et donc, du coup, j'ai OK, très bien, je veux devenir experte comme toi. Génial. Bah écoute, c'est super pour la transition parce que j'aimerais bien justement que tu nous expliques un peu la dégustation. Tu vas faire un peu l'analogie, on va dire, avec le vin parce que bon, la plupart des personnes, en tout cas, savent qu'il y a des dégustations de vin. Et donc, on prenne un peu l'exemple. Alors, comme on se filmait, mais il y a des personnes qui nous écoutent certainement en train de courir en ce moment. Donc, on va essayer d'être le plus précis possible, mais justement, c'est ton job, justement, le vocabulaire. Donc là, on va essayer, on va faire une dégustation avec une première tablette. Je t'ai ramené 2 tablettes. Ouais. Une de Dubaï, parce que je reviens de Dubaï. D'accord. Et du coup, elle, c'est une chocolatière qui achète des fèves incroyables et qui les transforme en chocolat. Et donc, qui fait des tablettes très aromatiques. Donc là, c'est du Tanzanie. Et ici, c'est une tablette qui vient du Pérou, de la marque... donc, Dubaï, c'est la marque Mirzam. Et là, la marque du Pérou, c'est Choba Choba. Et ça, c'est la plantation que je suis allée voir en avril dernier. Et donc, voilà, ça me fait plaisir de te faire découvrir ce chocolat. Parce que, donc, tu veux qu'on commence par quoi, alors ? Mais en fait, l'idée, justement, je peux aussi partager peut-être quelques conseils. Ouais, justement, Moi, en fait, ma méthode de dégustation, c'est déjà toujours comparer. Ouais. Super. Donc, chez moi, j'ai toujours plusieurs chocolats dans ma cuisine, sur ma table, parce que je trouve que le plaisir, c'est vraiment le fait de découvrir des nuances. Et quand tu compares, tu es plus capable aussi de décrire justement ces différences et de parler du chocolat. Donc, je vais ouvrir cette tablette pour qu'on le voit. Déjà, regarde la couleur de cette tablette, la Mirzam de Dubaï. Enfin, de Dubaï, c'est pas le chocolat de Dubaï, hein. On s'entend bien. À la pistache, là, c'est vraiment une tablette Tanzanie très fine, mais qui a une couleur très claire. Je sais pas si tu vois. Alors que c'est un 70-12%. Ah, c'est fou ça. Ah ouais, moi j'aurais dit que c'était un chocolat au lait. Ouais, elle a une couleur vraiment spécialement claire, très rougeâtre. C'est très lumineuse. Ah ouais. Et ça va me donner une indication après. Tu vas m'expliquer. J'ai de la chance, je vais goûter du super bon chocolat, qui sont pas aussi bons que les chocolats de Victoire. Que tes chocolats, donc c'est Carré Victoire. Alors mes chocolats, oui. Donc la marque Les Carré Victoire. Maintenant, c'est vrai que j'utilise plus Chocologue. Parce que un de mes deuxièmes métiers, au-delà de d'animer des ateliers de dégustation, c'est la création de chocolat que je fais du coup depuis 15 ans. Et donc du coup, je vends des chocolats et des coffrets que je personnalise pour les sociétés. Et donc du coup, en fait, mes chocolats sont beaucoup plus destinés aux cadeaux d'affaires et à la personnalisation. Donc j'ai pas vraiment de marque pour vendre mes chocolats parce que j'ai pas vraiment de boutique non plus. J'ai un showroom dans le 17e où les connaisseurs viennent acheter le nuancier. Et on vend aussi sur Internet. Mais c'est vrai que je suis plus positionnée sur ce qui a du sens pour moi, c'est-à-dire créer de l'émotion avec un cadeau et d'accompagner les sociétés pour faire de la personnalisation. Je montrerai après le magnifique nuancier. Alors là, on va déguster. Donc là, on va déguster. Donc déjà, on a affaire à des chocolats très clairs, alors que c'est tous les deux des 72%. Ouais, c'est fou ça. En fait, le chocolat, la fève de cacao à la base, elle est violette quand elle est fraîche. Et en fait, elle va brunir au fil des étapes. Donc, elle va brunir avec la fermentation et le séchage et la torréfaction. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'apprécie énormément quand j'ouvre une tablette et qu'il y a cette couleur-là, parce que je ne supporte plus les tablettes brûlées. Et Dieu sait qu'il y en a énormément. Quand c'est noir, c'est que c'est brûlé, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, une fève, donc tu vois, elle est violette, elle va brunir, elle va devenir marron. Donc j'attends à ce que le chocolat soit marron. Ah, ok. Si le chocolat est noir comme le micro, c'est qu'il y a un énorme souci de torréfaction. Il y a des fèves, notamment en Afrique, qui sont très très foncées. Donc on peut tomber sur des chocolats très foncés, mais dans ces cas-là, c'est couleur de tes bottes, c'est-à-dire un cuir foncé, intense, mais pas noir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un premier critère. Parce que là, on va dire que toutes les tablettes de chocolat noir, 70% grand public, sont noires. Oui, mais en fait, ils veulent nous faire croire beaucoup de choses. C'est ça, en fait. Ils veulent nous faire croire que c'est noir, ils veulent faire croire aussi que c'est amer, donc ils rajoutent de la poudre de cacao quand on regarde au dos les ingrédients. Alors que non, un bon chocolat noir n'est pas amer, étant donné qu'il y a du sucre. Là, il y a 30% de sucre. Donc déjà, sur 100 grammes de tablette, il y a 30 grammes. Et à partir du moment où il y a du sucre, on est sur une saveur sucrée, douce, gourmande. Amère, c'est quelque chose qui n'a pas de sucre. Donc c'est une fève, une roquette, une endive, un pamplemousse. Voilà, c'est... super intéressant. Donc là, c'est la vue. Donc là, je regarde, je me dis, bon, moi, ça doit être un chocolat qui doit être pas mal parce que c'est un chocolat à 72% et il est pas noir. Donc là, voilà, la torréfaction, entre guillemets, a été bien faite. A été douce. A été douce. Ça n'a pas été brûlé. Ensuite, là, on voit l'épaisseur. Là, c'est très, très fin.
Cette tablette, elle doit faire 5 mm à peine, Ouais. alors que celle-ci est un peu plus épaisse, elle doit faire entre 8 et 1 cm. Ouais, tout à fait. Et l'épaisseur a vraiment un rôle aussi dans l'art de la dégustation et comment le chocolat va fondre en bouche. D'accord. Donc, c'est aussi un critère de mâche et de plaisir. D'accord. Donc, on va voir ce que ça va nous procurer en bouche. Ok. Ensuite de ça, on va sentir le chocolat. Ok. Donc là, moi, j'aime bien mettre la tablette entière sous le nez. Voilà, c'est comme ça que je sens le mieux. Attends. Là, je trouve qu'elle sent délicieusement bon. Ça sent le cacao, mais il y a un côté... Ils sont super bons. Non, c'est vrai. Je sais pas ce que tu sens. Si. Attends, Je sens le chocolat, quoi. Ouais, je sens le chocolat aussi. Et puis, il y a des notes un petit peu fruitées. On sent qu'il y a une légère acidité dans la tablette. Celle-ci, elle est, je pense, un peu différente. Oui, celle-ci, elle est beaucoup plus végétale. Donc, on sent le cacao, on sent le côté herbacé. Ah, c'est amusant, ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de stimuler notre nez. Ouais. Moi, je t'avoue que je renifle tout ce que je mets en bouche, enfin avant de mettre en bouche. Donc, c'est un sens que j'ai énormément développé. Et d'ailleurs, tu vois, ça fait un peu le pont avec le métier de nez. Bah oui, de parfum. Et en fait, c'est fou comme quoi, avant de déguster un chocolat, déjà là, t'as plein d'informations. Ouais. Et donc, du coup, c'est ce que j'apprends en atelier de dégustation, c'est toutes ces informations qu'on peut avoir avant de le croquer. Ouais. Et c'est important. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai créé mes formations en ligne avec mon école de chocologie et du goût. C'est parce qu'en fait, j'avais vraiment envie que les personnes puissent avoir accès à ce contenu, c'est-à-dire de connaître qu'est-ce qui se passe dans une plantation de cacao, qu'est-ce qui se passe pendant le process de transformation des fèves en chocolat et l'art de la dégustation avec la gestuelle, la respiration, tout le vocabulaire. Pour moi, c'est vraiment important. Quand on aime le chocolat, je trouve que c'est trop dommage de passer à côté de ça. Et donc voilà, c'est... Et donc là, justement, comment est-ce que tu décrirais, dans le vocabulaire, ces deux chocolats Et ben, donc du coup, le chocolat, là, il est vraiment marron clair avec des jolis reflets rougeâtres et lumineux. Celui-là, il est très brillant. Celui-là, il est un petit peu plus terne. Ensuite de ça, voilà, celui-là, le Mirzam de Dubaï est beaucoup plus fin, très très fin. Donc ça va être intéressant au niveau de la casse en dégustation. Ici, il est un petit peu plus épais, donc je m'attends à avoir un peu plus de mâche. Ensuite, ça, là, on commence à le déguster. On va regarder donc la texture en premier lieu. Est-ce que c'est fondant, granuleux est-ce que c'est lisse, frais Voilà, donc on met le Mirzam Tanzanie en bouche. D'accord. Il faut envie à tout le monde. Hein. Pour ceux qui courent, c'est hyper bon. Je tiens à dire. Allez-y, motivez, courez. C'est délicieux. Il est un peu pâteux, mais il est assez fondant après. Tu vois, cette sensation de mâche en bouche ou un peu collant. Assez concentré, en fait, en termes de goût. Et après, oui, il est très chocolaté, il est très doux. Je sens qu'il est assez beurré. Je ne sais pas si tu sens cette texture comme ça. Il y a du gras. Oui, il y a du gras, on le sent. Ils ont rajouté du beurre de cacao, là, je l'ai vu. Donc, ça donne forcément une texture beaucoup plus lisse et beaucoup plus fondante. Mais c'est amusant parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec les chocolats noirs que j'ai pu, tu vois, goûter et tout. Je le trouve plus onctueux. Il est à 72% pourtant. En fait, il est très, très moins doux. amer, il est beaucoup plus doux. Il est très doux en bouche et c'est un 72%. Il a des notes de fruits rouges. Un petit côté acidulé en fin de bouche. Ouais, c'est super intéressant. Et un petit bonbon, celui-là. Ouais, celui-là, il est vraiment très bon. Moi, j'adore les chocolats comme ça, qui sentent bien le chocolat et qui ont des notes de fruits rouges. Ouais. Ça, c'est mon côté un peu féminin. Et ça, c'est l'autre tablette. Donc voilà, on va alors goûter. l'autre tablette, hop, on va pouvoir le comparer. Donc c'est plus épais. Ouais. Donc aussi, quand on déguste, je conseille de bien croquer le chocolat. D'accord. Donc en fait, on croque un morceau, un demi-carré, on va dire. Ouais. Et puis, il faut le mâcher. C'est hyper important de mâcher le chocolat parce qu'en fait, ça libère énormément les arômes et ça crée toutes ces petites billes en bouche. D'accord. Et après, tu fais rouler les billes de chocolat dans la bouche. Comme ça nappe tout ton palais. D'accord. Et dernière chose très importante aussi pour exhauster ces sensations, c'est de respirer. Parce qu'en fait, quand on ferme la bouche, le fait de ventiler avec le nez, ça va permettre aux arômes d'arriver au niveau du nez beaucoup plus rapidement. Et en fait, le goût, lui, il s'identifie ici. Bien sûr. En fait, le goût, c'est l'odeur. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est fou. Et en bouche, c'est uniquement les saveurs. Ouais. Donc, le sucré, salé, amer, acide, umami. Ok.
Bon, Donc, il faut bien respirer pendant une Ok. dégustation. Je vais bien mâcher. Tu trouves pareil ou différent? Je le trouve plus fort. Plus Ah fort. bon? Mm, Ouais. mm. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand tu compares, tu vois que les deux chocolats sont carrément différents. Le premier, il était très doux, Ouais. très beurré, avec une petite acidité. Là, il n'y a aucune acidité, mais beaucoup de fraîcheur en bouche. Tu vois, Ouais. c'est la sensation tactile. Ça Ouais. fait très frais en Mais il bouche, fait très onctueux, je trouve. très onctueux. J'ai trouvé qu'il était très homogène en bouche, Ouais. tu vois, fondant. Ouais. Et puis, il y a vraiment, j'ai l'impression d'être dans la forêt. Ouais, Je sais pas si tu sens, c'est boisé, Ouais. c'est herbacé, c'est floral. Voilà, là, je suis vraiment presque dans la plantation de cacao au Pérou. Et là, justement, quand tu goûtes les chocolats comme ça, un peu à l'aveugle, là, tu pourrais dire d'où est-ce que ça vient, justement, si ça vient du Pérou, si ça vient du Guatemala, si ça vient de, je sais pas, d'Afrique, etc. ou pas. Tu arrives à connaître l'origine ou pas. Et justement, et d'ailleurs, ça va être un peu le lien par rapport à ça, c'est tout le process, justement, de création du chocolat qu'il y a derrière, depuis le cacao jusqu'à la fabrication du chocolat en lui-même, quoi, les différentes étapes. C'est très difficile de reconnaître un chocolat à l'aveugle parce que, en fait, il y a énormément de complexité aromatique. Il y a tellement de pays producteurs, il y a tellement de terroirs. En fait, c'est pas comme dans le vin où tu as des cépages avec des caractéristiques. Là, il y a plus de 150 variétés botaniques. Alors là, il y a le chocolat qui circule. Oui, parce que c'est quand même plus sympa pour les personnes qui veulent goûter. Tu as tout à fait raison. Voilà. Faisons partager Non. la dégustation. On est d'accord. Donc oui, c'est très difficile d'identifier parce qu'en fait, contrairement au vin, il n'y a pas de cépage que tu vas pouvoir replanter. Tu vois, le chardonnay a une typicité, la syrah. Donc en fait, tu as vraiment... Et moi, je m'intéresse énormément au vin et à l'œnologie. J'adore déguster des bons vins. Et j'ai énormément appris aussi la dégustation du chocolat grâce au vin. Et en fait, tu ne retrouves pas cette même méthode. Tu vois, quand je vois les sommeliers décrire le vin, le vieillissement, la rondeur, et après t'identifier le cépage, ça, c'est vraiment impossible avec le chocolat. Okay. En revanche, quand je goûte un chocolat, selon sa typicité, je vais penser à des pays. Par exemple, si je goûte un chocolat qui a des notes d'olive noire, qui est un peu terreux, je vais penser au Forastero Amelonado, qui est une variété qui pousse à Sao Tomé, qui est donc une île portugaise. C'est là où est arrivé le cacao en 1821. Donc, première fois que le cacao arrive en Afrique. 1821, mais c'est la date de naissance de Weber, c'est fou ça. C'est vrai, en plus. Et tu vois, c'est l'année où le cacao est arrivé en Afrique, parce qu'avant, le cacao n'était qu'en Amérique latine. C'est passé des choses, dis donc. C'est fou. Et donc, du coup, voilà. Donc, tu vois, si je goûte cette typicité, je vais penser à Sao Tomé. Si je goûte un chocolat très floral, avec une sensation un peu savonneuse en bouche, je vais penser au National en Équateur, parce qu'il y a une variété comme ça, très, très florale et vraiment presque unique au monde. Si jamais je goûte un chocolat qui a vraiment un goût de citron très acide, avec vraiment plein d'agrumes, je vais penser au Madagascar, parce que la variété Trinitario, là-bas, porte énormément d'agrumes. Tu as d'autres Madagascar qui ont des notes de foin, d'herbe, de fruits rouges. Mais citron, j'ai pensé à ça, tu vois. Donc, en fait, je vais avoir comme ça mes repères, mais je vais toujours donner deux options. Mais si jamais on me dit, Victoire, est-ce que c'est un Tanzanie ou un Madagascar? Là, je te réponds sûr à 100%, okay. Tu vois. Super intéressant. Et alors, explique-nous un peu comment est-ce que ça fonctionne, la filière, justement, du chocolat, les planteurs, les cacaotiers, etc. La filière entre le cacao qui va pousser et puis le chocolat qu'on va retrouver dans nos magasins. Eh bien, donc c'est une filière qui est quand même très divisée. Déjà parce qu'il y a énormément de métiers dans cette filière et on n'est pas au même endroit dans le monde. Donc en fait, on relie en fait des acteurs qui n'ont pas les mêmes conditions de vie, qui n'ont pas les mêmes cultures, éducation, avec un peu le cliché quand même des pays en voie de développement ou des pays, je dirais, plus pauvres et des pays plus riches qui sont consommateurs. Donc les plus pauvres produisent et les plus riches consomment. Ce cliché est toujours vrai. Il y a beaucoup de planteurs qui n'ont jamais dégusté un chocolat de leur vie. Fou, donc c'est toujours beaucoup d'émotions quand on va voir les producteurs. Toi, tu y vas souvent, tu y vas tous les ans. Oui, je t'avoue que j'adore le terrain, j'adore voyager. Donc, tu vois, ça combine pas mal de passions que j'ai. Donc oui, je vais très souvent dans les plantations. J'essaie d'y aller tous les 2 ans.
voilà, tous les 2 ans. Mais tu as des planteurs qui ont genre jamais goûté un chocolat, par exemple? Oui, il y a des planteurs qui n'ont jamais goûté. Et donc, du coup, Toi, tu arrives et tu leur fais goûter. Alors. Ah oui, moi, j'arrive toujours avec du chocolat. Je leur fais goûter. Et parfois, j'arrive avec le chocolat de leur plantation. C'est fou. Et alors, comment ils réagissent par rapport à ça? Et ils trouvent que c'est délicieux. Ils sont émus? Ils sont très émus et ils le dégustent vraiment comme quelque chose de très rare et précieux. Bah ouais, bien sûr. Donc, du coup, avec parcimonie. Et en fait, là, la dernière dégustation que j'ai faite en avril au Pérou, donc on leur a fait déguster le chocolat de leur plantation. Et il y avait différentes plantations, différents chocolatiers qui avaient interprété leurs fèves. Donc ça, c'était génial. Ouais. Et en fait, vraiment, ils le grignotaient. On voyait que c'était l'apothéose et qu'ils étaient tellement heureux. Ils partageaient avec nous leurs sensations et puis après, ils le glissaient dans une petite serviette. Et donc, du coup, je leur ai demandé, mais tu l'emmènes où? Il me dit, je l'emmène chez moi parce que j'aimerais bien le déguster avec un chocolat, enfin, faire une boisson. Ouais. Et c'est vrai qu'en Amérique latine, la boisson cacaotée, c'est vraiment quelque chose qui est très, très présente depuis, j'ai envie de te dire, 5000 ans parce qu'on sait. Aujourd'hui, on a des traces, parce qu'on a retrouvé des traces de cacao dans des vaisselles, dans des tombeaux. Il y a des traces de cacao qui datent de 5000 ans. Donc, on sait que l'homme domestique le cacao depuis aussi longtemps, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Afrique, parce que, comme je te disais, l'Afrique, le cacao est arrivé en 1821-1830. Donc, ça fait à peine 200 ans. Et donc ça, déjà, tu vois, quand tu comprends cette histoire et cette culture, tu vois déjà qu'il y a des planteurs, mais parmi les planteurs, chacun a son histoire, son pays et son rapport au cacao. Parce qu'en Amérique latine, comme ça fait partie de la culture et que c'est très, très intégré aussi dans la consommation quotidienne, ils vouent un amour pour le cacao, ils le consomment tous les matins, en boisson. Ils consomment aussi la cabosse, tu vois, le mucilage, c'est très frais, ça a des goûts de banane, de groseille, donc c'est même hydratant ou désaltérant. Et donc, du coup, voilà, il y a cet amour pour le fruit du cacaoyer, pour la cabosse, pour le cacao et cette culture de l'utiliser. Ce qui n'est pas le cas, du coup, en Afrique. Et en Afrique, quand le cacao est arrivé, c'était pour produire et créer, en fait, une filière de grosse production. Et donc, du coup, les Africains ne connaissent pas trop le chocolat, l'ont jamais vraiment dégusté, parce que ça ne fait pas partie de leur culture. Ça a été quand même implanté comme le maïs, la pomme de terre. Maintenant, on cultive, on le vend. Justement, on fait du trading. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le plus gros producteur mondial. Il représente 40% de la production mondiale. C'est ça ma question, justement. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est 40%. Le Ghana, c'est 20%. Ah ouais, donc c'est vraiment l'Afrique et le principal l'Afrique aujourd'hui, marché. C'est 73% de la production mondiale. Donc, tu vois, il n'y avait pas de cacao il y a 200 ans. C'est fou. Et aujourd'hui, c'est le producteur. Et donc, le solde, 27%, c'est Amérique latine ou c'est également dispersé ailleurs? Ouais, Amérique latine et Indonésie. Parce qu'en fait, le cacao est arrivé par les Espagnols aux Philippines, au Vietnam, etc., en Indonésie. Et ensuite de ça, et puis après, les Hollandais, les Portugais ont apporté le cacao en Afrique. Et toi, tu travailles essentiellement avec du chocolat d'Amérique latine, du chocolat d'Afrique ou un peu tous les chocolats? Il y a quelque chose qu'on m'a dit qui a fait écho notamment à ma démarche, c'est que le cacao ouvre le cœur. Et en fait, le cacao n'a pas le même goût quand il est fait avec du cœur. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai vraiment... quitte à choisir... Bon, là, tu vois, on a dégusté un Tanzanie, c'était absolument délicieux. Mais c'est vrai que j'ai plutôt été voyager en Amérique latine. Bien sûr. J'étais plutôt voir des communautés... Une dimension humaine qui est hyper importante. Voilà, avec cette dimension humaine très, très importante. Il faudrait que j'aille en Afrique, évidemment. Ça manque à ma culture, mais... Disons que, je vois il y a tellement d'amour quand je voyage et que je vois les producteurs, on se balade dans les plantations et en fait, c'est des hommes qui touchent la nature. Et ça, on le fait plus. Donc, tu vois, ils vont toucher les arbres, ils vont mettre les mains dans le sol, dans la matière organique qui a une odeur incroyable de musc, de humus. Enfin, j'adore cette odeur fraîche et rien n'est sale. Tu vois, alors qu'à Paris, on te dit non, tu touches pas, c'est dégoûtant, il y a des bactéries partout. Non, mais, donc, du coup, c'est brut, ils ont un rapport tu vois, à la nature et j'adore cette connexion à la nature. J'adore, hyper sincère. Voilà, j'adore la forêt, j'adore le côté aussi jardin botanique. C'est vraiment comme ça qu'ils conçoivent en Amérique latine majoritairement leurs plantations. Et donc, du coup, il y a des manguiers, des avocatiers, des bananiers, du curcuma. Ils font pousser des épices, des arbres fruitiers. Il y a des vergers, des agrumes. Parce que déjà, ça leur permet d'avoir plusieurs revenus à différentes saisons. Donc ça, c'est très intéressant pour eux. Et puis en fait, ils ont compris que ça nourrissait la terre. C'était un cercle vertueux. Donc évidemment, c'est en bio. Ça, c'est même pas la peine de le mentionner. Et donc voilà. Et d'ailleurs, le nuancier que je t'ai apporté... C'est ce que j'allais dire. C'est une ode à ces planteurs
et à l'Amérique latine parce que, alors, je ne sais pas si... Mon coffret si plantation. vous voyez, voilà. Il est absolument hallucinant, ce packaging. D'ailleurs, tu as eu un prix, je crois. Ouais, j'ai eu un prix quand j'ai créé la marque pour le packaging. Moi, en fait, moi, je l'ai découvert, Chocologue, notamment parce que, bon, quand j'ai fait des dîners à la maison, ça m'arrive, et c'est de façon très sympa, j'ai des amis qui m'ont justement apporté ce cadeau-là, et donc le nuancier. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire parce que parce que le problème, c'est quand on nous offre des boîtes de chocolat, c'est toujours hyper chiant de savoir... quel est le goût? Alors, il faut ouvrir les 150 trucs, c'est hyper compliqué et tout. Compter les traits sur le Compter les traits. Retourner la alors boîte. que là, en fait, c'est comme un nuancier, voilà. C'est-à-dire que j'ouvre, voilà, hop, j'ai mes chocolats là. Et juste devant, j'ai le descriptif. Donc, je trouve ça vraiment super smart. Et c'est vraiment, en fait, un hommage, en fait, à ces planteurs. Parce que, comme tu l'expliquais, sur ces terroirs-là, eh bien, ils cultivent du cacao, mais pas que, de la banane, des mangues, des avocats, voilà. Et donc, tu as décidé, en fait, de faire ces recettes de cacao avec également ces autres plantations. Oui, parce qu'en fait, tu vois, je voyage depuis longtemps dans les plantations, mais là, quand j'ai tourné mes vidéos pour ma formation en ligne, pour mon école de chocologie, je suis restée 15 jours. Et en fait, quand tu restes 15 jours, c'est pas la visite d'une heure, tu prends la photo et puis tu as serré la main au planteur. Et en fait, quand tu restes 15 jours et que tu récoltes le cacao, déjà, tu vis leur pénibilité parce que c'est un travail hyper dur. Il fait hyper chaud, 35 degrés. Il y a tellement de moustiques que tu te fais bouffer, donc tu es en chemise, tu as bien mis le dernier nœud. Moi, j'ai laissé les cheveux longs pour me couvrir le cou. Voilà, j'avais des bottes, enfin vraiment, t'es couverte. Et c'est parfois, il y a des pentes comme ça, donc t'escalades, tu portes des seaux de 10 kilos. Voilà, et puis tu travailles, tu récoltes avec les sécateurs toutes les cabosses, et après on ouvre toutes les cabosses. Enfin, c'est vraiment un gros travail toute la journée. On ouvre 1500 cabosses dans une journée. Ouais. Et donc, du coup, je récoltais tous les jours. Et tous les jours, j'allais dans des plantations différentes. Et à chaque fois, je découvrais voilà, des fruits, des choses qu'on pouvait d'ailleurs déguster, fruits de la passion, des bananes et tout. Et donc là, j'ai pris conscience qu'en fait, je venais pas dans une plantation de cacao. En fait, je venais dans un jardin. Et quand je suis revenue de ce voyage de 15 jours qui a été immersif, encore une fois, et bah, du coup, je me suis dit, je voudrais faire une collection qui raconte ce voyage et qui montre à quel point il y a une biodiversité. Donc là, j'ai fait un chocolat miel d'avocatier, fruits de la passion, praliné noix de coco, une ganache aussi au mucilage, tu vois, la pulpe de cacao. Voilà, noix de cajou, grue de cacao, citron, orange, évidemment. Donc, ce nuancier, je l'adore parce que vraiment, il me fait voyager c'est sûr. quand je déguste ces chocolats. Et alors, donc juste pour que tu nous expliques justement comment le process de fabrication et de création d'un chocolat et les différentes étapes qui sont très importantes justement, qui va expliquer justement ce goût particulier que tu vas retrouver dans le chocolat. Alors pour fabriquer le chocolat, il faut donc partir des fèves et il faut une machine qui enlève la peau des fèves. Parce que les fèves, on dit que le cacao, c'est pas vraiment un ingrédient très propre. Parce que souvent, il traîne par terre ou il voyage dans des sacs de jute, dans des containers. Donc, quand il arrive, il faut un petit peu de soin pour trier les fèves, enlever la poussière, enlever les petits bouts de bois, ou parfois, il y a même des guidons de vélo qui sont dans le sac de jute. Comme ça, c'est plus lourd. Et comme c'est vendu au poids, non, mais on trouve plein de choses dans ces sacs. Donc, on trie, on nettoie un petit peu, et après, on fait passer ça dans une machine qui va enlever la peau. Ça s'appelle enlever l'écorce. Et ça, on le fait après la torréfaction. Okay. Donc, c'est vrai que la première étape, ça va être nettoyer, faire du tri et torréfier les fèves. On va les torréfier, donc idéalement pas trop fortes, parce que sinon, on tue les arômes fragiles, comme la fleur, comme les fruits exotiques. Donc, en fait, il faut vraiment faire une torréfaction douce. Ça permet aussi d'assainir, parce que mine de rien, ça tue quand même quelques bactéries au passage, donc c'est toujours bien de torréfier. Et puis, ça crée, avec la réaction de Maillard, ça crée vraiment le côté caramélisé, donc le cacao, les notes de cacao toasté. Donc, il y a une expertise dans la torréfaction, alors. Ah, complètement. Et qui fait la torréfaction? En fait, il y a une expertise et même, c'est un test and learn. Tu vois, c'est vraiment, je torréfie, je reçois ces fèves, elles sont plus ou moins grosses, parce que tu vois, toutes les fèves ont des gabarits différents, ce qui corse un petit peu le protocole. Tu peux pas faire la même chose pour les mêmes fèves. Donc, tu es obligé de tester, de voir comment ça rend et de dire, bon, j'ai été trop fort ou j'ai pas été assez fort. Parce que quand t'as pas été assez fort dans la torréfaction, tu peux avoir des notes vertes, tu vois, ça va être café vert,
poivron, peut-être artichaut. Donc, c'est pas des notes désirables, quand même. Et donc, toi, par exemple, pour tes chocolats, où se passe la torréfaction ? Tu choisis ton torréfacteur ? Alors moi, quand je crée mes chocolats ganaches et pralinés que tu vois dans mon nuancier, en fait, à la chocolaterie, on achète de la couverture de chocolat. Donc, j'achète chez différents couverturiers. J'achète un petit peu chez Qu'est-ce Valrhona. que c'est un couverturier ? Un couverturier, justement, quand je te parlais de cette industrie du chocolat avec tous ces métiers, laisse-moi juste dresser les métiers de la plantation à la vente de la tablette de chocolat. Donc, tu as évidemment les planteurs. Ils vendent leur cacao à un sourceur. Ce sourceur, en fait, va s'occuper du transport des fèves jusqu'à un port dans les pays consommateurs. Donc, ça va être New York, Amsterdam, Le Havre, des ports. Et en fait, ce sourceur s'occupe donc du coup du transport, de l'assurance et du dédouanement. Ensuite de ça, le chocolatier va acheter ses fèves au sourceur ou au distributeur de fèves. Et ensuite de ça, le chocolatier reçoit ses fèves et puis va transformer donc ses fèves en chocolat. Soit c'est un petit acteur qui a intégré du coup ces machines, parce que c'est pas évident de transformer les fèves, c'est vraiment des machines spécifiques. Et dans ces cas-là, on appelle ça d'ailleurs, il est bean to bar. Il produit du bean, de la fève à la tablette. Donc, il y a plein de petits chocolatiers ou des artisans qui achètent leurs fèves. Je dis petit, mais je vais vous citer déjà Ducasse. Ducasse achète ses fèves et transforme son chocolat. Et donc, tout est fait avec ses fèves. Il y a Pierre Marcolini, qui achète ses fèves. Il y a une chocolaterie qui s'appelle Encuentro, qui est basée à Lille. Ils ont démarré à Paris, qui fait des très bonnes tablettes. Il y a Chapon, la chocolaterie Chapon, qui est à Chelles, à côté de Paris, qui achète ses fèves aussi. Donc voilà, donc tous ces acteurs. Bon, et après, il y en a plein. Il y a peut-être 200 personnes, 200 chocolatiers qui achètent, mais plein et en même temps pas beaucoup parce que sur 1500 professionnels du chocolat, ça fait pas beaucoup quand même. Et donc les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent de la couverture. Donc on a besoin de couverturiers. Donc ça, c'est un métier plus industriel. Donc je vais vous citer Valrhona, Cluzel, Barry Callebaut, Belcolade. Voilà, il y a plein d'acteurs qui en fait achètent les fèves et en volume vont les transformer en pistoles de chocolat, en petites rondes, pastilles rondes ou ovales, et vendent en fait aux chefs dans des grands sacs de 5 kilos, de 3 kilos, et ils vendent aux chefs ces pistoles. Et donc du coup, nous, chocolatiers, c'est d'ailleurs ce que fait Pierre Hermé. Pierre Hermé achète ses couvertures chez Valrhona. Il fait d'ailleurs des couvertures maison chez Valrhona, donc vraiment à façon comme un parfum. Il va composer ses couvertures en mélangeant des origines différentes pour créer un profil aromatique. Et il va ensuite acheter ses pistoles chez Valrhona et lui, il va les fondre. Et après, ça va lui permettre de faire ses cakes, ses macarons, ses ganaches, ses pralinés, ses tablettes, etc. Ok, super. Donc moi, c'est vrai qu'à la chocolaterie, j'achète de la couverture que je fonds et je crée mes recettes. Et puis après, il y a d'autres chocolatiers qui vraiment maîtrisent du coup toute la production. Mais les pâtissiers, les glaciers, tu vois, achètent de la couverture. Ok. Très intéressant. Donc maintenant, on va parler de la facette un peu entrepreneuriale qui est derrière tout ça parce que c'est énormément de travail. Donc, ce qu'on disait, c'est que tu n'as jamais bossé en entreprise, donc tu as fait des stages. Et en fait, en 2006, en sortant en fait, de ton master marketing à HEC, c'est ça, tu crées ta boîte, c'est ça. Tu vas bosser comme une malade. Et puis, ça va être très, très compliqué. Et puis, finalement, tu vas déposer le bilan, quoi. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette période-là qui, j'imagine, a vraiment pas été facile ? Et je le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent, parce que quand on est entrepreneur, il y a des hauts, mais il y a aussi beaucoup de bas. Et il y en a certainement qui doivent se dire, oh là là, c'est hyper compliqué, là, je vais pas m'en sortir et tout. En fait, très souvent, les personnes qui réussissent ont eu des échecs ou des grandes difficultés avant. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple. Donc, si tu peux nous le partager. Bien sûr. Donc, quand j'ai créé ma marque, donc tu vois, chronologiquement, donc je fais ce stage chez Pierre Hermé. Là, ça me donne envie de créer ma marque. J'en parle à quelques acteurs dans le chocolat. Et notamment, une personne qui venait de quitter la grande industrie agroalimentaire et qui investissait dans des petites boîtes et que j'avais rencontré dans le cadre associatif, et une deuxième personne qui gérait des chocolateries à Strasbourg. Et donc, en fait, c'est des personnes que je côtoyais et je leur ai parlé de mon projet de créer une marque autour de la dégustation et puis que je lancerais sur Internet. Donc là, c'était en 2009, donc c'était assez précurseur. Et en fait, ils m'ont suivi, ils ont mis de l'argent et on a créé cette société, cette marque.
Et donc, du coup, j'ai dû développer donc, des recettes, parce que, pour tout vous dire, au départ, j'avais fédéré ces 2 personnes autour d'un projet qui était de créer un Sephora du chocolat à Paris. Ouais. Ça, c'était le premier projet. Et ils ont trouvé ça génial. Et donc, du coup, pendant 1 an, j'ai voyagé partout dans le monde. Je suis allée même jusqu'à Tokyo pour aller identifier des artisans chocolatiers et revendre dans cette boutique des chocolatiers français et provinciaux, parce qu'il y a énormément d'artisans. Il y a un grand chocolatier dans toutes les villes de France. Donc, on est très, très gâtés en France. Donc, l'idée, c'était de rassembler tous ces acteurs et de proposer aussi des chocolatiers étrangers. Donc, je suis partie à Barcelone, aux États-Unis, etc., pour créer, donc, du coup, mon Sephora du chocolat. Donc, ça a duré 1 an, quand même, ce projet. Tu as levé des fonds, alors? Donc, j'ai levé de l'argent. On a fait aussi tout un dossier pour emprunter de l'argent à la banque. Et puis, la crise de décembre 2008 est arrivée. Et donc là, ça a un peu compliqué les choses. Et moi aussi, ça m'a fait peur d'être dans une boutique de chocolat. Je me suis dit, mais je pense que je préfère développer, et, je sais pas, travailler en entreprise. Parce que tu vois, mine de rien, j'avais quand même fait un stage 1 an en alternance en RH à la BNP. J'avais fait 2 fois 1 an dans les études marketing. Donc, 4e et 5e année, pendant 1 an, j'étais dans les études marketing, dans les cabinets, tu vois. Et donc, en fait, j'avais quand même une culture d'entreprise et je savais que c'était un milieu qui me convenait. Et voilà, donc ouvrir une boutique, c'est quand même pas évident. C'était quand même un nouveau spectre pour moi. Et avec cette crise, je me suis dit, on va réorienter le projet, on va créer la marque sur Internet. Et donc, du coup, j'ai dû abandonner toutes mes recherches et me dire, OK, si je crée une marque sur Internet, il faut que je sois unique, sinon ça va pas marcher. Et donc, du coup, ça m'a forcé à développer une gamme. Donc, j'ai dû identifier un chocolatier. Donc, c'est le chocolatier avec qui je travaille, qui est à Bourges, Daniel Mercier, qui, lui, à l'époque, fournissait Fauchon. Et comme je faisais mes ateliers en entreprise, à chaque fois, je me baladais dans la rue. Déjà, j'avais interrogé beaucoup d'artisans, donc je connaissais un peu leur chocolat. Et donc, du coup, j'aimais bien proposer pendant mes ateliers un menu de dégustation avec, si tu veux, j'étais en fait ambassadrice des chocolats haut de gamme. Tu vois, donc j'aimais bien présenter différents artisans. Et un jour, je rentre chez Fauchon pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et là, bon, tout ne me plaisait pas en termes d'arôme et d'équilibre, mais les chocolats étaient vraiment super bien fabriqués, comme j'aimais. Vraiment, c'était pour moi la perfection. Et donc, du coup, je me suis demandé qui était derrière. Et donc, du coup, comme je cherchais un chocolatier pour me fabriquer, tout le monde me disait non parce que je démarrais, donc mes volumes étaient égal à 0. Et en fait, je vais le voir à Bourges, enfin même à côté de Bourges. Donc, il a halluciné qu'une petite Parisienne arrive. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah voilà, moi je cherche un chocolatier. Donc, on s'est vu 2-3 fois, il a adoré mon projet et puis il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Donc, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Et donc là, j'ai créé toutes mes recettes comme un parfum. Et ça, c'est quand? Ça, c'était en 2009. Et donc, du coup, tu vois, je crée en choisissant mes couvertures, en choisissant mes intérieurs, mes miels, mes dosages. Enfin, vraiment, ça a été génial, cette composition. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore créer. J'ai encore créé cette collection Plantation. Je crée aussi des chocolats pour des marques. Donc, on a créé des chocolats pour Clarins, pour Guerlain, pour Dior. Toujours en rapport aussi avec les parfums, tu vois. Ah, bien sûr. Comme quoi. Et donc voilà, donc c'est vrai que cet univers olfactif et sensoriel m'anime énormément. Et en fait, avec le chocolat, on peut tout faire. Et c'est ça qui est génial. Et donc, du coup, voilà, donc je crée ces chocolats et je cherchais un packaging et je voulais pas faire la boîte classique. Et comme je disais, mais mon ADN, c'est l'art de la dégustation, il faut que je reste dans mon ADN aussi dans le packaging. Et donc, on s'est fait accompagner de 2 filles qui avaient monté leur agence de design, qui ont été vraiment géniales parce qu'elles ont inventé ce nuancier. Ouais, c'est dingue. Et donc, du coup, voilà, et pour moi, c'était vraiment... Tu vois, elles ont inventé ce nuancier en m'écoutant parler de ma vision du chocolat et comment je voulais le présenter. Et j'adore cet objet parce que tu l'ouvres, tu proposes un chocolat, c'est dynamique, tu peux exactement savoir quel chocolat tu choisis et t'es pas là en train de te demander 3 fois s'il y a 2 traits et tout. Donc voilà, donc c'est comme ça vraiment que j'ai créé ma marque. Et donc du coup, ces 2 associés, je les ai embarqués dans cette nouvelle aventure. On a vendu les chocolats online. Ça, c'était vraiment le modèle, pure player, sans boutique. Donc, j'avais un bureau au rez-de-chaussée dans un immeuble à Saint-Augustin. Et en fait, première année, on fait 300 000 €. Donc, pas mal. C'est l'équivalent d'une petite boutique Jeff de Bruges. C'est voilà. bien, surtout avec du chocolat, il faut en vendre quand même. Voilà, il faut en vendre un peu. Mais le problème, c'est que le modèle était complètement inversé. Je faisais même pas 20% sur Internet. Je faisais en tout cas 80% en B2B avec les entreprises. Parce que j'avais pas du tout prévu dans mon modèle. Et donc, du coup, la 2e année se passant, je garde encore ce modèle. Et en fait, je commence à me faire un nom dans le cadeau d'affaires et dans le service et dans la personnalisation. Et en fait, c'est devenu ma spécialité. Et ce qui était compliqué, c'est que moi, j'avais créé ma société avec les coûts ad hoc liés aux pure players, c'est-à-dire à la vente sur Internet. Et j'ai été coincée à un moment donné
par en fait les coûts qui n'étaient pas alloués au bon endroit. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as fermé entre guillemets et donc du coup j'ai dû fermer la société parce qu'on était un peu à court de trésorerie et tu as remonté ton autre structure à côté beaucoup plus sur le B2B. Exactement. Quand j'ai remonté du coup ma marque après, clairement je l'ai remontée en B2B. Je me suis dit je remonte la société en faisant uniquement du cadeau d'affaires et de l'animation. Tu vois ce que je faisais historiquement d'ailleurs dans ma boîte de conseil parce que moi j'ai créé ma boîte de conseil en sortant de psycho que j'ai toujours aujourd'hui et j'avais créé une deuxième boîte avec cette marque avec ses associés. Et est-ce que c'est dur d'être entrepreneur ? Oui, c'est pas facile. C'était des gros moments de doute, de down, t'étais au bout du rouleau. Bah évidemment. Ton mec n'en pouvait plus. C'était la crise. Il y a 1000 choses. Déjà, quand j'ai dû fermer cette société, tu sais, moi, quand j'ai créé ma société, donc du coup, j'étais célibataire, j'avais 25 ans. J'ai vraiment sacrifié 4 ans de ma vie jeune, pour cette boîte. C'est-à-dire que je bossais de 7h30 du mat à minuit. Donc, je n'allais pas au dîner, je ne voyais pas mes copains, ma famille et tout. Donc, ça a été puis, t'étais super mal payée en plus, non ? Non, là, j'étais payée par mes associés. C'est quand même le deal. Non, si, j'étais payée par mes associés, mais je travaillais nuit et jour et avec beaucoup de pression, devant tout apprendre. Bien sûr. Donc, c'est pas évident aussi. Et devant manager aussi. Donc, moi, c'est vrai que j'ai un de mes associés qui était un grand patron qui m'a énormément aidée. Et sur le management, parce que je savais pas comment parler aux gens. C'est tout bête, mais tu sais, est-ce que tu dois donner des ordres ? Est-ce que tu dois être ami ? Est-ce que... T'as eu un coach aussi ou alors c'était... lui, ça a été mon super coach. Et en fait, il m'a toujours dit, écoute, quand t'es manager, peu importe l'âge que tu as, parce que tu vois, je manageais des gens aussi plus âgés que moi, il faut que tu les emmènes d'un point A à un point B. Il faut que tu développes leur talent. Ça, c'est ton rôle de manager. Après, tu les drives, il y a des objectifs, chacun est engagé dans cette vision. Mais j'adorais cet aspect du management très humain, parce que ça me parlait bien. Et donc, du coup, voilà, ça a été une grande aventure humaine, ça c'est clair. Mais fermer sa société, tu vois, quand tu donnes autant pour une marque et que tu dois, je sais pas, en quelques mois, tout faire disparaître. Parce que c'est ça, liquider une société, c'est faire disparaître la société. Bien sûr. Bah là, je t'avoue que j'avais l'impression de perdre mon âme. Enfin, tu vois, de me dire, et donc, évidemment, j'ai eu des moments très durs où je savais pas pourquoi j'allais au bureau parce que du coup, j'avais replacé mon équipe chez les confrères. Je vidais mon stock sur Groupon et New Deal. Donc, si tu veux, à la fin, il me restait juste mon téléphone et ma chaise. Donc, que j'ai vendu, je sais plus, à un voisin et j'ai mis le cash dans la société. Non, mais tout est vérifié parce que du coup, le mandataire te dit, mais du coup, l'argent des chaises et du téléphone, il est où ? Dans la société, maître. Donc, non, c'est vraiment ça. C'est très particulier. Donc, particulier. Mais tu as eu la force quand même de dire, je recrée notre société. J'avais plus le choix et puis en fait, tu sais, j'étais dans une dynamique d'apprendre, j'étais tellement jeune. Moi, je me suis toujours dit, attends, je crée ma boîte. De toute façon, j'apprends. Si ça marche pas, je ferai autre chose. J'ai mes diplômes. J'ai envie de faire plein de choses. Donc, j'étais pas inquiète. Et j'avais envie de me lancer dans l'aventure. Clairement, je pense que je suis quand même aventurière dans mon trait de caractère. C'est clair. Donc, c'est carrément. Alors donc en effet, aujourd'hui, t'as ta marque de chocolat sous la marque le Chocologue qu'on peut acheter en ligne ou alors chez toi. T'es où dans le 17e ? On peut 9 rue Faraday. Voilà. 9 rue Faraday. Ouvert du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. T'as écrit également 3 livres avec des préfaces de Pierre Hermé sur le chocolat. Et t'as ouvert ton école de chocolaterie. De chocologie. De chocologie, pardon. Ouais. L'école de chocologie pour apprendre à déguster et apprendre, devenir aussi un fin dégustateur et un expert éventuellement. Moi, j'aimerais bien, tu vois, former des chocologues. C'est génial. Et en plus, donc ça, j'ai vu ça. Tu as participé à l'émission belge, attention, Les Étoiles du chocolat. Donc, Les Étoiles du chocolat, c'est un peu le top chef belge du chocolat, en fait. Donc, ça marche super bien, parce qu'il y a eu 2 saisons. Tu vas voir la 3e. Et donc, ça, en fait, tu peux juste expliquer rapidement en quoi ça consiste et puis auprès de qui, en fait, tu es officier. Il y a un jury, en fait. Déjà, la boîte de production m'a trouvée sur les réseaux sociaux. M'a contactée sur Instagram, sur mon compte La Chocologue, et m'a dit, voilà, Victoire, on crée une émission sur le chocolat, ça démarre dans 15 jours, est-ce que tu veux bien y participer ? J'ai oula. Ok. C'était quand ça ? C'était genre il y a 3 ans ? Ouais, il y a au moins 3 ans. Ouais.
Et j'ai dit ok, pourquoi. Bah tu vois, pareil, une nouvelle aventure. Faire de la télé, c'est pas évident, hein. Je t'avoue que c'est un exercice. Mais je me suis dit bon, allez, on va apprendre une nouvelle chose, hein, c'est parti. Et j'étais avec Pierre Marcolini et Jean-Philippe Darcy, qui est un grand chocolatier pâtissier qui entraîne l'équipe belge au Bocuse d'Or. Donc lui est vraiment très très reconnu. Et puis évidemment Pierre Marcolini, qui est très connu en Belgique. Et en France aussi, hein. Et en France, ouais. Exactement. Donc en fait, c'était amusant parce que déjà, j'ai eu un super accueil, hein. Je te dis, les Belges sont très très sympas. Ils sont sympas, les Belges. Je me suis bien marrée. C'est très relax. Et d'ailleurs, j'étais contente du coup de faire mes pas quand même à la télévision. Ouais, c'est super. Tu vois, en Belgique, qui est un pays quand même plus petit, où il y a beaucoup de bienveillance, où c'était moins stressant. Enfin, je sais pas, j'étais contente de cette expérience. C'est super. Et aujourd'hui, justement, dans la gastronomie, en tout cas dans la chocologie, on dit quoi? Chocologie, pardon. Dans la chocologie, il y a encore peu de femmes, en fait, finalement. Je te dirais dans le secteur du chocolat de manière générale. Il y a quand même peu de femmes. Je trouve que les femmes quand même arrivent avec les nouvelles générations. T'as pas mal de personnes qui soit veulent fabriquer du chocolat, soit... Qu'est-ce qu'elles font, les femmes? Déjà, c'est les femmes des chocolatiers aussi. Mais c'est ça. C'est-à-dire que derrière chaque grand homme et une grande femme. Ah non, mais ça, c'est... Franchement, quand tu vois toutes les grandes réussites de chocolatiers français, à chaque fois, tu as la femme avec qui il a créé sa chocolaterie, qui tenait la caisse, qui gérait le packaging, etc. Et ces femmes-là sont tellement importantes et pourtant tellement restées dans l'ombre. C'est sûr. Si aujourd'hui, je te demande quelle est la chose dont tu es le plus fière, qu'est-ce que tu me dirais? C'est une bonne question. Je sais pas, d'être bien dans mes baskets. C'est déjà pas mal. Ouais, tu te sens bien, t'es épanouie. Ouais, en fait, je suis contente du cheminement que j'ai fait, des études que j'ai faites, parce que psycho, ça a été des études totalement passionnantes, qui m'ont permis d'ailleurs de beaucoup réfléchir à moi-même et d'énormément évoluer et de réfléchir à ce que je voulais faire, qui je voulais être. Et... Donc, vraiment, ces études ont été déjà un premier step, tu vois, dans mon évolution. Et puis, oui, toutes ces aventures entrepreneuriales, c'est vrai que c'est marrant parce que, tu vois, je suis toujours partie dans cette aventure avec beaucoup de confiance. Et je crois que c'est un peu grâce à mes parents qui ont toujours porté un regard sur moi très positif. Tu vois, j'étais en stage chez Kraft après, dans le cadre de mon master, et j'avais la proposition d'embauche. Et donc, du coup, mes parents venaient me voir à Madrid pour fêter ça et tout. Et puis, je leur dis non, en fait, je vais pas accepter, je vais créer ma boîte. Et en fait, ils ont super bien réagi. Ils m'ont dit, très bien, pourquoi pas. En tout cas, quoi que tu fasses, il faut que tu te donnes à fond et que tu sois la meilleure. Super. Et donc, du coup, ils m'ont toujours encouragée. Et même, tu vois, quand j'ai fermé ma société, mon père, il m'appelait tout le temps. Et un jour, tu vois, j'allais au bureau. J'ai franchement, je sais pas pourquoi je vais au bureau. Je t'avoue que j'ai pas trop le moral. Tu vois, j'arrive au bureau, je pose mon sac, ça sonne, mon père arrive. Oh, c'est trop chou. Trop sympa. Non, c'est hyper important. Et il m'a dit, OK, qu'est-ce qu'il reste à faire? Paf, 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 on déroule le plan d'action. Même si c'était pas... super soutien. Un vrai soutien. Dans tous les moments, en fait. Et en fait, le fait aussi d'avoir des parents qui vous disent « Je suis fière de toi ». Enfin, même encore aujourd'hui, tu vois, je vais à Dubaï, j'aurai un petit texto, ma chérie, je suis fière de toi. Enfin, je sais pas. Non, c'est super. Ça te porte, en fait, ça te donne des ailes. Dans ton histoire, il y a quand même, je trouve, une notion de transmission quelque part, parce qu'ils t'ont transmis ça, en fait, aussi. Exactement. En fait, je me rends compte, mais tu vois, je me suis rendu compte ces dernières années, tu te rends pas compte quand tu es dans le feu de l'action, pourquoi tu agis comme ça, mais en fait, aujourd'hui, tout a son sens. Ouais, il y a un vrai sens. Tu vois, en fait, je comprends pourquoi j'ai fait ça, parce que j'étais armée, parce que j'ai eu l'aval de mes parents, parce qu'ils ont eu confiance en moi, parce qu'il n'y avait pas finalement de risque. J'étais jeune, je pouvais retomber sur mes pattes, parce que, je sais pas, j'avais la passion, et je crois que la passion, tu déplaces des montagnes avec une passion. Rien n'est impossible. Moi, rien m'a jamais paru impossible. Tu vois, j'avais des rendez-vous importants dans des grosses boîtes, des challenges, je sais pas, des problèmes, etc. À chaque fois, je sais pas, il y a toujours une solution. Tu trouves des ressources. On sait pas faire un truc, on va regarder un YouTube, un tuto, un machin. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial. Ouais, vraiment. Il y a toujours des solutions.
dans les difficultés, tu vois les opportunités. C'est ce qui explique aussi ton parcours absolument fabuleux aujourd'hui, quoi. Et tu vois, ce qui est pas facile, c'est quand même les up and down, parce que je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune et que je suis très dans l'émotion, tu vois, mon équipe vibrait dans la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, tu vois. Et avec le stress que ça engageait. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que être entrepreneur, c'est aussi être une locomotive, avoir une vision. Et c'est pas être stoïque, tu vois, mais c'est quand même faire fi de quand même, je sais pas, de choses. Tu vois, maintenant, il y a des choses que je dis pas à mon équipe, des problèmes qui arrivent, je vais les gérer pour pas paniquer, pour pas... Et en revanche, je vais garder cet enthousiasme, encourager les équipes à y aller, à appeler les clients, à se motiver, à aimer ce qu'ils font aussi. Moi, la chose que je leur dis toutes les semaines, c'est amusez-vous. Allez, appelle ce client, mais amuse-toi au téléphone, s'il te plaît. Montre que tu es contente, que c'est cool de vendre du chocolat, de rendre service, d'accompagner les gens et faire un coffret incroyable. Enfin, voilà. J'essaye vraiment d'être dans ces émotions positives. Et puis d'apprendre aussi la rigueur. Je pense que vraiment... tu vois, j'ai un métier très, très créatif, mais en même temps qui me demande énormément de rigueur. Ouais, très technique, quoi. Et très technique, ouais. Dernière question avant de passer au fameux dictionnaire de l'audace. Quand on voit tout ce que tu as fait, c'est juste hallucinant. Tu n'aurais jamais pu te dire au Salon du Chocolat, quand tu vendais du chocolat, 20 ans plus tard, voilà, j'ai mon école, je passe dans l'émission de télé, j'ai Pierre Hermé qui fait mes préfaces, quoi. Tu vois, c'est quand même absolument hallucinant. Donc, sky is the limit. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 15 ans? C'est quoi ton ambition? C'est d'aller à l'international. Ouais. Et c'est vraiment de propager cet art de vivre à la française, cet art de la dégustation, cette philosophie aussi du goût. Tu vois, je te disais, oui, le chocolat ne fait pas grossir, mais il ne fait pas grossir quand tu as l'art de la dégustation à côté. Oui, bien sûr. Et quand tu sais exactement quel chocolat choisir, où l'acheter, comment le déguster, quand tu es dans le partage... et pas non, c'est moi qui mange mon dessert entier tout seul. Non, mais c'est des détails, tu vois. Mais c'est vrai que c'est important d'être dans cette philosophie et j'ai vraiment envie de partager ça dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Voilà, moi j'adore voyager. Je pense que je te l'ai dit suffisamment dans ce podcast pour que tu puisses me croire. Et voilà, je pense que c'est ça qui va me driver ces prochaines années. Ok, super. Alors on va terminer par le fameux dictionnaire de l'audace. Qu'est-ce que c'est pour toi l'audace, Victoire? En plus, je vais pas envoyer, hein, donc c'est un peu voilà. Alors l'audace, je pense que c'est sortir du cadre, être décalé, faire les choses pas comme les autres et donc du coup surprendre. Je pense que ça nécessite un peu de courage. Tu vois, je pense là à Michel Augustin qui se mettait en vache à la place de la Madeleine. Oui, il faut un peu de courage, un peu de confiance en soi pour se balader en vache. C'est vrai. Et en fait, oui, je pense que c'est important de avoir le courage de ne pas faire les choses comme tout le monde et d'imposer sa vision. Quel est le goût le plus audacieux que tu aies imaginé dans tes chocolats? Je pense que le plus audacieux, c'est de faire c'est quand j'ai commencé à travailler le mucilage parce que peu de gens l'ont dégusté, peu de gens le connaissent et ça a un goût vraiment très fruité, très acidulé. Donc ça surprend, surtout quand on dit oui, en fait c'est la pulpe du cacao, on l'imagine pas trop. Donc ça, par exemple, c'est une recette qui me demande de la pédagogie, d'accompagner la dégustation. Et la recette la plus fun, c'est avec un praliné et du sucre pétillant. Donc ça pétille en bouche, ça fait du bruit. C'est génial ça. Et alors là, à chaque fois que je le mets dans mes ateliers de dégustation, c'est vraiment le succès absolu. C'est un peu comme le champagne, t'as des bubbles. Ouais, exactement. Ouais. Ça pépite vraiment, comme quand moi j'adore les bulles. Enfant, tu sais. C'est vrai en plus. Je vais goûter, c'est génial. Je t'en apporte. Super. Non, parce que j'en ai pas ici. La personne la plus audacieuse que tu aies rencontrée, Victoire? J'en ai rencontré plein. C'est difficile. Hein. Ouais, c'est très difficile. Qu'est-ce que je pourrais dire? Personne qui t'a vraiment surprise. Surprise? Ouais, audacieuse, surprise. Mais je vais te dire, tu sais, parfois je rencontre des personnes qui sont pas connues et ça peut, hein. Qui ont des personnalités complètement décalées et qui en fait ça m'inspire. J'aime toujours regarder comment fonctionnent ces gens-là parce que ils ont pas peur du regard des autres et pourtant quel poids c'est quand même le regard des autres, le jugement, etc. Et en fait, je trouve que quand on arrive à s'en libérer,
c'est là où sky is the limit. En fait, quand tu t'arrives à te libérer du regard des autres et du jugement, tu peux tout faire, entre guillemets, tout dire, tu vois, mais il faut que ça alimente ta vision. Ouais, bien sûr. Et enfin, dernière question, si l'audace était un chocolat, quel goût aurait-elle ? Je sais pas, je pense, tu vois, là, l'image que j'ai, c'est quelque chose d'explosif. Donc, je pense peut-être à ma ganache tarte au citron, qui est très acide. Parce qu'en fait, je trouve que l'audace amène une explosion de choses, d'opportunités, de rayonnement, d'idées, de créativité. Donc, tu vois, pour moi, l'audace, c'est vraiment un mot qui me crée un feu d'artifice. Super. Bah, écoute, un grand merci, Victoire. C'était vraiment hyper intéressant. Et alors, maintenant, je vais permettre juste 2 questions parce que, voilà, on a déjà explosé des compteurs. Mais voilà, s'il y a une personne dans le public qui souhaite poser une question à Victoire, eh bien voilà, c'est tout à fait possible. Bravo pour ce parcours et et puis la passion aussi avec laquelle vous racontez la chocologie. Moi, j'avais une question, je voulais savoir si vous avez essayé de travailler avec des écoles de pâtisserie, de cuisine pour développer une filière ou une matière autour de la chocologie, ou est-ce que vous-même vous avez été approché ? Moi, c'était un peu la question que j'avais sur cette envie de transmettre le savoir au-delà de vos formations que vous faites vous-même. Déjà, oui, je bouge beaucoup pour donner ces formations. Et c'est vrai qu'avec les écoles, je suis en pourparlers avec Valrhona, qui ont une grande culture du goût. D'ailleurs, je les ai vus à Dubaï aussi. Et j'ai fait une collaboration l'année dernière avec le Cordon Bleu, que je réitère cette année, qui sont très intéressés, en effet, pour intégrer la chocologie. Moi, j'étais pas prête tout de suite à donner des cours dans une école parce que j'avais envie de promouvoir le côté digital de mes formations. Mais je pense que là, c'est quelque chose qui va être dans mes projets, d'intervenir dans les écoles et de créer justement, déjà d'expliquer. Ah bah d'ailleurs, je fais ça avec Ferrandi là, le mois prochain. Il faut pas que je les oublie. Donc je fais déjà, voilà. Donc voilà, je commence à intégrer la chocologie dans les cours. Je crée des expériences, soit sur une demi-journée, soit sur une journée entière. Et j'espère leur donner envie d'aller plus loin. Mais en fait, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que ça passe par une expérience physique, sensorielle, avec une dégustation. Et carrément, en fait, je trouve que, au contraire, je pense que les écoles sont des très bons tremplins pour la chocologie, faire connaître. Et puis, les écoles sont partout dans le monde. Donc, dans mon projet d'internationalisation, ça peut être très intéressant. Super. Une dernière question, David. Moi, j'en ai une. Quel arôme aurait le chocolat Vévert ? Ah, super question. Déjà, le chocolat aurait de l'or dessus. C'est vrai. Et de l'or recyclé, attention. Si ça se mange, c'est bon. Et après l'arôme Vévert, écoute, moi je verrais quelque chose soit de floral, soit je pense à l'amande. Ah. Tu vois, c'est peut-être le code couleur là qui me met dans un... Le côté doux, un peu cocooning. Oui, tu vois, un praliné amande. Ouais. Ou peut-être une ganache fleur d'oranger. Ah ouais, vois, moi j'adore en plus la fleur d'oranger. Quelque chose de très aérien, de très volatile, de très léger. Je trouve que c'est vraiment ce qui passe en fait dans ces collections, c'est l'élégance et la légèreté. Tu vois, c'est ce qui m'évoque en fait les bijoux Vévert. Bah écoute, avec plaisir, on va travailler là-dessus. On adore ces questions, non ? On adore. En tout cas, un grand merci Victoire, c'était vraiment passionnant. Voilà. Merci. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le diffuser et à en parler autour de vous. Et mettez-moi également une note, ça m'aide toujours beaucoup. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les envoyer auprès de mon équipe sur le mail contact@vever.com. Vous êtes également les bienvenus à ce podcast puisqu'il se veut inclusif. Donc tous les mois, 7 personnes peuvent venir assister au podcast. Il suffit d'aller sur vever.com. Donc je vous dis un grand merci et on se retrouve très bientôt pour plus d'audace.